C'est un jeune motivé, c'est un jeune doté de beaucoup d'abnégation et surtout, c'est quelqu'un de très méticuleux dans le choix des mots qu'il utilise. Très vite, il est arrivé, il s'est adapté, il s'est moulé. La cabine de son, il a appris en moins de 24 heures, dont l'appropriation était très très rapide. Je suis déjà sûr qu'il va réussir dans son parcours. Il sera un très grand journaliste. Ce jeune garçon, juste là, était encore à Edea il y a quelques mois. Sur sa moto, dans sa casquette de chauffeur de moto-taximan qu'on appelle trivialement ici Bensikiner. En quelques mois, il a pu réaliser son rêve, exercer le métier de journaliste dans une grande rédaction. Samuel est le 8e gagnant du concours du jeune présentateur télé. Mes aînés, on a souffert tous ensemble ici sous le soleil, sous la pluie. Je suis à Edea ici chez moi et c'est ma plus grande fierté. J'ai fait la moto à Edea durant 7 années, 7 longues années. Chaque jour, je voulais nourrir ma famille. Il fallait que je prenne soin de la maman. Il fallait que je prenne soin de ceux qui sont petits. Et à chaque fois que je reviens toujours aux sources, avec beaucoup d'humilité d'ailleurs. Samuel a grandi à Edea, une des prestigieuses villes de la région du littoral au Cameroun dont il est originaire. C'est au cœur d'une famille modeste qui s'accroche à la vie par le commerce de maman et les jobs de papa que Samuel forge sa personnalité. Amoureux des mots et des lettres, une enfance difficile, néanmoins des études primaires et secondaires avec à la clé son baccalauréat. J'ai commencé avec l'école primaire de la gare, très petit. Je me rappelle que papa avait perdu son boulot. Maman était partie, j'avais 5 ans. Et papa allait valuer de gauche à droite, question de trouver le pain quotidien pour permettre à nos autres de vivre. Et maman n'étant plus, il fallait que je prenne la responsabilité en tant que grand frère. Celui qui me suivait avait 4 ans et le dernier avait 2 ans. Je me rappelle quand, jusqu'au coût moyen 2, j'avais 40 francs. 40 francs, comme argent de poche ou argent pour aller à l'école. J'avais 40 francs CFA. J'étais en 3, on avait 100 francs. Celui qui me suivait avait 30 francs. Le dernier en avait pareil. Et Dieu merci, j'ai pu aller au lycée. J'arrive au lycée bilingue, la 6e en terminale. Et en classe de première A4 allemand, l'on me découvre une prédisposition. La faculté de parler oralement. Et les enseignants, en classe de première, commencent à me motiver à prendre beaucoup plus de paroles dans la salle de classe. Et ils me disent pourquoi pas commencer aussi dans la présentation. Je me rappelle que lorsque je suis monté pour la toute première fois sur une scène, c'était du venir voir au lycée bilingue parce que c'était un événement de référence, il faut le dire. Le reste de l'établissement n'en organisait pas. Et le professeur du lycée bilingue audacieux, M. Dodi Senghé, paix à son âme, mon père y était. Quand je suis monté, j'avais introduit, le professeur s'était levé et me dit, mais vous vous prenez pour qui? Vous avez mis assez de temps pour vous habiller et vous arrivez là. J'étais perdu. Sur scène, j'étais perdu. Je ne savais plus continuer à avancer ou reculer. Même un mouvement, je n'arrivais plus à les interpréter. Je suis sorti de la scène. Oui. Je suis allé lui dire, mais c'est vous qui avez demandé que je sois là. Vous voyez dans quel calvaire vous me mettez? Il me dit, tu as appris. Un présentateur doit être prêt à tout. Je remonte sur scène. Ça s'est passé comme ça s'est passé, la toute première expérience. Et quand je suis rentré, mon père m'a regardé, il me dit, pendant que tu parlais,
il y a quelqu'un qui a posé la question à haute voix dans la foule. Qui a ce jeune garçon qui parle là-bas? Il me dit, j'ai ressenti une chair de poule traverser tout mon corps. Il me dit, je pense que dans ce métier, je t'encourage à y continuer. La même année, le proviseur me dit, je vais permettre que tu présentes le défilé, que tu ailles au commentaire du défilé. Avant d'aller au commentaire du défilé, il y a une grande soirée d'excellence qu'on organise généralement à EDEA. Il me dit, je vais aller voir le préfet pour que tu ailles la présenter. Nous sommes allés aux présélections des communicateurs. J'ai été retenu en premier. On a ajouté 2 autres. Et à la grande soirée, j'étais le présentateur principal. Après cette grande soirée, j'ai eu mon tout premier diplôme de meilleur journaliste scolaire. Nous sommes en 2013. 2014, je vais en terminale, après mon probatoire. Quand j'ai eu mon bac, je voulais venir à l'université de Douala faire le droit. Parce que mon père avait toujours tendance à me dire, je veux que tu deviennes avocat. Et je suis allé rencontrer le proviseur pour qu'il m'oriente. Cette parole revient chaque fois dans ma tête et elle résonne constamment. Il me dit, va faire la communication et tu vas te balader dans le monde. Et je viens transmettre le même message à mon père. Oh, il me dit, allons-y. C'est comme ça que je pars d'EDEA pour la toute première fois, avec beaucoup de difficultés parce que papa ne voulait pas. Douala, capitale économique, ville cosmopolite, niveau de vie élevé, ce n'était pas assez favorable, mais Samuel n'avait pas le choix. J'arrive à Douala dans l'espoir que mon oncle va permettre que j'habite chez lui. Bon, la nature ne l'a pas permis. Pas lui, la nature n'a pas permis, je ne sais pas pourquoi. Il a nourri papa d'espoir qu'il va me prendre chez lui et que je vais fréquenter normalement. Bon, mais à 2 semaines de la rentrée académique, son téléphone ne passe plus. Il est introuvable. Bon, c'est grâce à une amie avec qui j'ai passé de bon nombre d'années à EDEA, avec l'humilité que j'ai eue auprès de ses parents. Sa mère me dit, mon fils, tu ne peux pas errer comme ça. On va te trouver là où habitait à Douala. C'est comme ça qu'ils viennent voir un de leurs contacts, une de leurs connaissances à Douala. Et je me rappelle bien, c'était au quartier à BP Cité. On débarque là dans la nuit, je trouve des jeunes garçons. Ils me disent, mais on t'accueille comme notre frère. Je reste là. Première année à l'université. J'arrive à Douala, j'avais 10 000 francs le mois. Mon père donnait 10 000. Il fallait payer tout ce que l'université demandait, excepté les frais de scolarité. Il s'en chargeait. Les frais universitaires, il s'en chargeait. Il fallait manger, il fallait m'habiller, il fallait payer tout ce qui est demandé. J'ai vu que je vais devenir un bandit à Douala. Parce que la condition familiale ne permettait pas que papa aille au-delà. Les 2 autres étaient au lycée. Maman, elle est une vendeuse de légumes à EDEA. C'est à peine qu'elle peut manger. Donc il ne fallait pas lui ajouter une charge supplémentaire. Elle était aussi en location de son côté. Je me décide donc de chercher quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire à Douala? Je vais demander les chantiers partout. Je me rappelle le tout premier chantier où j'ai été, non loin de la maison à BP Cité. J'ai travaillé toute une journée, on m'a payé 1000 francs. J'ai vu qu'avec ce rythme, et de 7h30 à 18h, 1000 francs, et tu n'avais pas droit à la pause. Je me suis dit, mais à cette allure, je vais mourir. Et déjà, cet emploi de temps ne me permettait pas parce que je devais aller normalement comme tout étudiant au cours lorsque c'était programmé dans l'après-midi. Et avec ce rythme, j'avais beau expliquer que j'étais étudiant, le monsieur voulait tout simplement qu'on rende la tâche telle qu'elle a été demandée. Non, soit fréquenter, soit bénéficier des 1000 francs. J'avais claqué la porte et il fallait que j'étudie. C'est la raison qui m'avait poussé à arriver à Douala. J'avais cherché donc qu'est-ce que je peux faire et Dieu merci, j'avais trouvé une laverie non loin de la maison. J'allais à la laverie le matin, à 11h j'arrêtais et
À 13h, j'étais à l'amphi. Lorsque je partais là, parfois à 17h ou 16h, je rentrais à la maison et je retournais à la laverie. 19h, 20h, j'arrêtais pour me retrouver à étudier mes leçons. On lavait la moto à 500. Bon, il fallait de l'extra pour que quelqu'un, par motivation, vous donne 1000 francs. Et le responsable à la laverie avait 150 par moto, on avait 300. Je pouvais à peine laver mes 5 motos par jour. Bon, au-delà, 7. Bon, mais il fallait des jours extraordinaires. Bon, généralement 5. Et ça me suffisait. Ça me suffisait juste pour manger. C'est ce que je demandais à la nature. Je ne voulais pas de grands vêtements, de quoi payer ma chaussure en kololo, peut-être à 1000 francs. Elle me suffisait ou 500 parfois. Et quand j'allais à l'université, comme d'autres étudiants, je m'alignais et je prenais mon repas de 100 francs. J'achève ma première année normalement. Deuxième année, troisième année, non. En troisième année, les difficultés. Déjà, papa avait perdu encore le deuxième emploi. Là, il n'avait plus de quoi subvenir à nos besoins. Il fallait que chacun commence à se prendre en charge. Papa n'avait plus l'opportunité de m'envoyer à l'école. Et la laverie ne pouvait pas me permettre de supporter toutes les charges universitaires. J'étais en troisième année. Ce n'était pas la première année, c'était autre chose. Je ne pouvais plus continuer. La première laverie avait fermé, il fallait trouver une seconde. Et la seconde ne me donnait que l'opportunité d'être là à partir de 18h. Et de 18h jusqu'à 6h du matin, j'étais là au niveau du rond-point terminus. Il y a un grand immeuble qu'on a bâti là ces jours. Il y avait une laverie là, on était là de 18h à 6h du matin. On était 3 gamins. 3 gamins, j'étais l'aîné. J'avais à cette époque, en deuxième année à l'université, j'avais 21 ans. Et les gamins qui étaient avec moi, l'aîné était le responsable de la laverie à 7h de la nuit. Et on travaillait jusqu'à 6h du matin. 6h30, je devais être à la maison, me doucher. À 7h30, je devais être à l'amphi. Et je me rappelle qu'une nuit, maman passait par là à 2h du matin. Elle allait payer ses légumes au marché Sandaga pour aller les revendre à Edea. Je l'ai reconnue du dos. Maman, à 2h du matin. Je ne vous mens pas, j'ai commencé d'abord à pleurer avant de l'approcher. Parce que j'ai un amour débordant pour ma mère. Je n'imaginais pas que ma mère souffre autant. Et je ne l'ai jamais conçue. Je l'ai rapprochée. Elle était même ébahie de me voir à 2h du matin. Elle savait qu'à cette heure-là, je dormais pour aller à l'école le matin. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tout en larmes, je lui ai dit, voilà ce que je fais dans la nuit. Je travaille à la laverie. Elle me dit, tu dis quoi? Je lui dis, je travaille à la laverie à Douala. Les 10 000 que papa m'envoie ne me suffisent pas. Elle commence à pleurer. Et je lui dis, ne pleure pas. Considère que tu ne m'as pas vu. Continue ton bonhomme de chemin. Je suis un homme. Et je vais réussir. Dans le peu qu'elle avait à l'enlever, 500 francs, elle m'a donné, tout en larmes. On s'est séparés dans un concert de larmes. Troisième année, j'avais commencé. Le second semestre, je jette l'éponge parce que je ne pouvais plus. Psychologiquement, je ne pouvais plus. Même physiquement, j'étais à bout de force. Je retourne à Edea. Et quand je retourne à Edea, c'était beaucoup plus difficile pour papa de le digérer. Il voulait que j'aille à l'école. Papa n'est plus là. Samuel, de sa position d'aîné, se sent plus que jamais responsable de sa famille. À Edea, je me retrouve dans une église. Je commence à travailler comme secrétaire. Parallèlement, je fais la moto, mais je n'avais pas de moto personnelle. Ça veut dire, je prenais parfois la moto, je devais verser 3 000 francs la journée. Le patron, lui, n'a pas besoin de savoir ce que tu as gagné. Il n'a pas besoin de savoir qu'il a plu ou pas. Il n'a pas besoin de savoir que tu es malade. Il attend son argent le soir.
Je me rappelle qu'il y a des jours où je dormais et je voyais le patron me suivre dans mes rêves, me demandant de lui restituer son argent parce que je n'avais pas fait le versement d'un jour. Et j'étais si gêné de n'avoir pas versé un seul jour, si gêné de savoir que je suis redevable à quelqu'un. Je travaillais à l'église, je ne gagnais pas grand-chose, mais le minimum que je pouvais gagner me suffisait. Parce que j'ai grandi avec un papa, paix à son âme, qui nous a marqué au fer rouge. Il ne voulait pas qu'on baisse les bras. Il ne voulait pas qu'on mendie ou qu'on soit à la risée des autres. Il nous a inculqué des valeurs de travail et d'honnêteté. Donc il fallait que je me batte. Et c'est comme ça que j'ai continué à travailler. Le concert de la vie a permis que j'aie ma propre moto après le décès de papa. Après son décès, il y a 2 ans, le peu de biens qu'il nous avait laissé, ce qu'on ne pouvait pas utiliser à ce moment, on s'est décidé de les vendre et d'utiliser, de transformer cette valeur matérielle en argent. Donc, le peu d'argent que j'avais pu recevoir, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose avec cet argent. Je me suis payé une moto. Alors qu'il continue de sa voix d'illuminer et d'entretenir chaque jour, qui passe des foules lors des cérémonies les plus privées aux plus populaires jusqu'aux plus administratives de la ville d'Edéa, Samuel, sur sa moto, la tête haute, prend soin de sa famille avec l'espoir incessant de devenir le journaliste de ses rêves. 1 an après la mort de papa, j'avais un enfant et une femme dans la maison familiale. Donc il fallait que je prenne en charge ma nouvelle famille. Donc avec ma moto, j'ai commencé à tourner et on ne se plaint pas. Je me rappelle un jour, j'ai transporté un de mes enseignants qui m'avait vu au lycée. Il me pose la question, qu'est-ce que tu fais sur la moto? Il me dit, avec ce talent que tu as, je t'ai vu au lycée, qu'est-ce que tu fais sur la moto? On t'a découvert dans les mariages, qu'est-ce que tu fais sur la moto? Il me dit, c'est pas ta destinée. Lorsque je l'ai déposé, j'ai garé ma moto à peine 30 minutes, j'étais en larmes. Sa parole m'avait transpercé. Et je me suis dit non, c'est pas ma voix ici. Et je me rappelle que je lui avais répondu, je suis de passage sur la moto. Et vint le concours du jeune présentateur télé. Si vous êtes présentateur du 13h, de Canal 2, comment allez-vous y prendre? Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Chers téléspectateurs de Canal 2 International, bienvenue à ce grand format de 13h. À la une de ce tabloïd d'information, le chef de l'État camerounais vient de proroger le mandat des conseils municipaux jusqu'au mois de février 2020. Nous avons recueilli quelques avis disparates des Camerounais qui pensent d'un côté que le chef de l'État demeure tout simplement dans ses missions régaliennes, la constitution camerounaise le lui permet. Mais d'un autre côté, qu'il s'agit d'un acte prorogatoire, une volonté tacite qui vise à pérenniser les acquis du parti au pouvoir, le RDPC. Merci. Je me prénomme Samuel. Si la musique est celle qui adoucit les mœurs, elle procure également de la gaieté et surtout de la joie. Chers téléspectateurs de Canal 2 International, bienvenue à Showtime. Un récital sans égal, un véritable régal musical, une compilation musicale juste pour vous procurer un maximum de plaisir. Je sais que vous avez l'habitude de déguster cette émission, de regarder surtout ce programme phare qui vous propose la meilleure musique de l'heure. Chers téléspectateurs de Canal 2 International, qu'il nous soit permis donc ensemble de pouvoir lever le rideau de ce programme phare, un programme culte d'ailleurs, avec cet extrait musical que nous propose Salatiel Anita. Véritable modèle de stabilité et jadis un exemple presque parfait à plagier en ce qui concerne la paix dans la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun, à travers son pléthore de groupes ethniques, estimé à 250 et répartis sur les 10 régions, est un pays cosmopolite au potentiel forestier et minier exploité abusivement et dont les retombées ne profitent pas à toutes les communautés. Ce jour-là, Samuel est particulièrement stressé, comme tous les candidats. Je revenais de loin.
Déjà avant l'étape des résultats, j'étais entouré de beaucoup de personnes dubitatives. Ils me disaient non, tu ne peux pas partir d'EDEA et gagner un concours de jeunes présentateurs télé. Il y a des gares à Douala et de deux, tu es un bassa. Voilà le prisme dans lequel on m'avait enfermé. Canal 2, c'est la chaîne des Bamlékés. Tu ne peux pas. Et j'aime oser. Ça veut dire, même s'il fallait que j'échoue, je voulais échouer, et ravi d'avoir tout donné. Parce que avant l'étape de la finale, lors du voting, c'était un calvaire pour moi. Je ne dormais pas. J'avais perdu l'envie de manger. Et le peu de moyens que j'avais disposé, je me suis dit, je les mets à la disposition de ceux qui doivent m'accompagner dans ce périple, cette aventure, qu'elle soit heureuse ou qu'il y ait un dénouement mitigé, mais que je donne tout, je serai ravi. Et j'avais vu les élèves dans les lycées et déjà la proximité et le travail que j'avais abattu à EDEA dans la présentation des événements m'avait ouvert beaucoup de portes. Je me rappelle que les grands frères m'avaient dit, si tu échoues, c'est que tu ne nous as pas approchés. Et je me suis rappelé que dans les lycées, quand même, j'ai la proximité avec certains chefs d'établissement. Mon humilité a permis que je les approche autant pour moi et qu'ils m'ouvrent le concert de leur établissement et de leur cœur. Ils m'ont dit, nous t'offrons nos établissements. Ces élèves peuvent voter autant pour toi, mais s'ils ne votent pas pour toi, c'est que tu as été défaillant. Va auprès d'eux, arrive à les convaincre et ils vont voter pour toi. Voilà le challenge que ces élèves s'étaient donné. EDEA doit gagner le concours de jeunes présentateurs télé cette année. C'est le dernier tournant. C'est le dernier. C'est le moment. Et les vainqueurs, les voici. Samuel l'emporte. Waouh, l'émotion est sincère. Samuel l'emporte. 20% de notes de jury. Plus. Waouh, quelle émotion. Seul Samuel pourrait dire quelle sensation, quelle émotion forte l'a transporté à la lecture de son nom comme gagnant. Toujours est-il que quelques mois plus tard, il était accueilli dans les couloirs de Canal 2 International pour un stage de 6 mois. Alors qu'il doit aborder son stage, Samuel est bien armé, cette fois, pour son installation à Douala. Sa moto sera son gagne-pain et lui permettra de vivre avec des moyens satisfaisants quand les recettes sont bonnes. Je savais déjà que je vais commencer mon stage. Et dès que j'ai eu les résultats, j'ai commencé à me préparer en conséquence. Je ne pouvais plus rester à EDEA. Il fallait que je m'installe à Douala. Et Dieu merci, j'avais pu économiser environ 5 000. Et je me suis dit, si j'arrive à Douala, nouveau avec la première expérience de l'université, il ne faut plus que je reste chez quelqu'un. Et il fallait trouver un local. J'arrive à Douala, une amie m'a accueilli ici chez elle durant 2 semaines. Bon, mais après, je ne vais pas rentrer dans les méandres de ce que j'ai vécu. Je me suis dit non, il faut que je sois là où je peux être reposé. J'ai cherché un endroit et j'ai payé mes 5 premiers mois. Avec mes 100 000 que j'avais économisés, c'était largement suffisant pour payer mes 5 premiers mois, le reste. Et j'avais ma moto. Je me suis dit, avec ma moto, je peux continuer à travailler tout en allant au stage normalement. Et puis les soirs, après l'édition, ou quand je n'étais pas à l'édition, parce que l'édition demande qu'on soit au bureau toute la journée, jusqu'après le journal de 19h50. Donc quand je sortais du journal, naturellement, il fallait que je travaille pour que demain, j'ai de quoi mettre mon carburant et revenir au bureau le matin. Je travaillais comme mototaximan dans la nuit
et quelquefois jusqu'à 6 h du matin. Il y a des nuits que j'ai passées à la Belle Étoile à Ndokoti, à Tradex. J'ai des photos. Après minuit, non, naturellement à cette heure-là, le risque qu'on soit agressé devient plus élevé. Et avec d'autres mototaximens, je garais ma moto et je m'allongeais là paisiblement jusqu'à 6 h du matin. Et à 6 h ou entre 5 h, je me levais avec ma moto, je travaillais jusqu'à 6 h, 6 h 30. 7 h, j'étais à la maison. Naturellement, la conférence de rédaction se passait sur WhatsApp. À 8 h, je faisais ma conférence de rédaction normalement. 8 h 30 ou plus tard 9 h, je devais être au bureau. Le premier jour de stage, je me rappelle, j'arrive ici, c'était le 13 janvier 2020. À cette époque, avant que la pandémie ne plombe tout ce qu'elle a plombé, on avait encore la faculté d'avoir une conférence de rédaction normale. Je trouve une équipe ce jour. On m'a présenté à cette équipe qui m'a accueilli favorablement. Bon, mais la toute première expérience ce jour était pour moi de faire une note. Je ne savais pas ce qu'on appelle une note en temps normal. J'entre dans un milieu de professionnels et on me demande de faire une note. Bon, je me reprends, j'approche Madame Piedou. Je lui dis, mais Madame, qu'est-ce qu'on appelle une note et comment est-ce qu'on fait une note? Elle me dit, voilà comment on fait une note. Et j'ai fait ma note. Du coup, on a commencé à me donner les déjà venant des correspondants. Je faisais, j'écrivais normalement, je soumettais à la correction. Bon, au début c'était très lourd. Le style était très lourd. C'était la littérature. Or, le style journalistique voudrait qu'on restitue juste les faits, concis, précis. Au fur et à mesure, quand je rentrais à la maison, je rentrais avec ce qu'on a corrigé, le papier que j'ai fait, les papiers des autres, je me remettais à écrire, à lire, écrire, à lire, écrire. C'était le challenge de chaque soir. Pas dormir, même si j'étais fatigué, ne pas dormir sans avoir écrit quelque chose. Donc voilà un peu progressivement. C'est quelqu'un qui nous a apporté un grand plus dans notre travail au quotidien. Vous n'avez qu'à le remarquer par les reportages qu'il fait. C'est d'une dextérité sans pareil. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Et nous savons qu'une fois parti de cette rédaction, de cette maison Canal 2, qu'il a formé, qu'il a forgé, il trouvera aussi sa place au sein du corps du métier de journaliste. Je ne peux que souhaiter au jeune Samuel Baïha beaucoup de réussite, surtout qu'il garde cette envie de toujours savoir, de toujours aller vers l'information comme il nous a toujours montré, qu'il reste obéissant comme il a toujours été et qu'il garde toujours cette oreille attentive aux critiques, car c'est avec la critique qu'on s'améliore, c'est avec la critique qu'on devient ce journaliste-là dont le nom retentira dans toutes les chaînes de télé et sortira des bouches pour témoigner de la qualité du travail qu'il effectue au quotidien. En matière de comportement et d'insertion au sein de la rédaction, il s'est montré suffisamment volontaire, suffisamment disponible, et une chose qui nous a particulièrement marqué, c'est son humilité à apprendre. Donc, il n'a pas reculé devant les tâches qu'on lui confie, quelle que soit la tâche, il est disponible à l'accomplir. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous notons avec beaucoup de bonheur la maîtrise qu'il a au jour le jour du travail qui est le nôtre, à savoir déjà proposer des sujets à la conférence de rédaction tous les matins. Il vient avec au moins un sujet, ce qui est déjà formidable. Ça veut dire qu'il est déjà conscient de ce que c'est que ce métier qu'il est en train d'embrasser. Il faut toujours scruter son environnement, écouter d'autres médias, qu'est-ce qui fait l'actualité. Et ça, Samuel le fait si bien et je lui dis bravo. Entre couverture de reportage, édition du journal, participation au montage, Samuel a donné partout. Mais avant qu'il puisse achever son stage, la pandémie Covid-19 s'empare de lui comme ça a été le cas pour plusieurs. Samuel, souffrant, préfère se rendre à EDEA. Durant le moment de la pandémie,
j'ai été malade et ce, durant un mois, j'ai fait 2 semaines d'inconscience. Totalement inconscient, 2 semaines. Mais avant ça, si j'étais resté à Douala, je serais mort. Je serais mort. Parce qu'à Douala, personne ne devait me prendre en charge. Je suis rentré à EDEA. Et je me rappelle que lorsque j'arrive à EDEA dans la maison familiale, à peine je suis rentré, je me suis écroulé. J'ai fait 2 semaines d'inconscience pratiquement. Et Dieu merci, la Providence a voulu que j'ai ma tendre et douce compagne avec qui je suis. Et déjà, on n'avait pas d'argent parce que nos économies étaient épuisées. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre. Peu avant que je sombre dans l'inconscience totale, je lui ai dit, vends la moto. Tu as vendu ta moto? Vends la moto pour que tu puisses me sortir de ce coup. Parce que je sentais, déjà physiquement, j'étais amorti. Je sentais que je ne pouvais pas tenir s'il n'y a pas d'argent. Et après, j'ai sombré dans l'inconscience 2 semaines. La 3e semaine, où j'ai commencé à prendre un peu plus conscience, je me suis réveillé un matin, j'ai constaté que ma cuisse droite, parce que j'étais allongé sur le canapé 2 semaines dans l'inconscience totale à la maison, sur ma cuisse droite, les peaux avaient commencé à se décoller. Parce que j'étais carrément vautré sur un seul côté. Je me rappelle qu'elle avait appelé un médecin à la maison, oui. Quelqu'un qui nous aide constamment. Lorsqu'on n'a pas d'argent, on peut aller une relation, sa relation d'ailleurs, qui nous donne des médicaments. Et il m'a dit, j'ai un palu très élevé. C'est ce que j'ai retenu quand je suis rentré, je suis sorti de cette inconscience. Et je peux dire à une certaine mesure, je peux oser dire aujourd'hui le Covid. Je peux oser dire le Covid parce que je vomissais carrément. J'ai failli vomir mes intestins. J'avais peut-être à 80% les symptômes de quelqu'un qui avait été touché par le Covid. Peut-être au début. Donc tous les symptômes présageaient que j'étais quelqu'un qui avait été touché par le Covid. Heureusement qu'on l'avait vu, qu'on l'avait su. Et vu le nombre de médicaments aussi que j'avais pris, j'étais sur antibiotiques. J'ai fait sur antibiotiques 2 semaines. Je ne vais pas citer le nom des médicaments que j'avais pris. Et 2 semaines de perfusion et d'injection. Donc après les 2 semaines de perfusion, j'ai fait 1 semaine. Après les 2 semaines de perfusion, j'ai fait 1 semaine sur injection. Et après, ça en a suivi un lot de médicaments. Bon, il faut le dire aussi, canal de mastectomie. Madame Fotso, quand je suis sorti de cette inconscience, j'ai demandé à ma compagne de l'appeler. Parce que moi, je ne pouvais pas causer aisément. J'ai demandé à ma compagne d'appeler. Et la réaction a été prompte. La réaction a été prompte. Madame Yemelon aussi m'a soutenu durant cette maladie. Monsieur Robert Charles Litok et d'autres personnes de Canal 2, moralement, m'appelaient, comment tu vas? Et ce soutien moral était hyper important. Parce que lorsqu'on est malade et qu'on n'a pas d'appui financier, qu'on n'a pas d'appui moral, on est catégoriquement mort. Donc voilà un peu tout ce qui s'est passé durant ma maladie. De retour à Douala, après une santé fragile, Samuel est désormais sans sa moto, celle dont les recettes lui permettaient de se nourrir, de payer son loyer, de survenir à tous ses besoins et ceux de sa famille. Des responsables, surpris de le voir sans son engin, lui poseront la question et la réponse fendra le cœur de plus d'un. L'oreille attentive, la direction générale touchée par son histoire apaisera ses peines et ses souffrances en lui offrant une moto toute neuve. C'est un homme comblé qui s'exprime aujourd'hui avec un cœur qui déborde de joie. Je voudrais chercher au fond de moi les plus belles expressions pour meubler cet instant. Je voudrais dire un instant unique
dans ma vie. C'est de la gaieté que je ressens. Ce que j'ai rencontré tout au long de ma tendre enfance, mon parcours vital m'amène à ne pas renoncer, à ne pas faiblir. Et je me dis, chaque chose arrive dans la vie de quelqu'un n'est pas le fruit du hasard. Et chaque épreuve nous doit nous amener à plus de maturité. Et je me suis dit, je me rappelle quand je suis sorti de mon inconscience, un matin je me suis dit non mais. Parce que de l'autre côté je voyais les morts, de l'autre côté je les voyais. Je me rappelle que je me levais le matin, ou dans ce voyage dans l'inconscience de 2 semaines, il m'arrivait de rencontrer mon père. Il me disait ta place n'est pas ici. Tu as une mission de l'autre côté, tu dois retourner. Et quand je suis sorti là, je me suis dit un matin, bon, si je ne suis pas mort et que je travaillais à 10%, je dois le faire à 20%. Et quand je suis rentré à Douala, je me suis dit, il faut que je pousse à fond. Si la Covid n'a pas pu me tuer, pourquoi rester dans ce carcan de stigmates? Je dois continuer le périple et j'ai un but à atteindre. Je ne l'ai pas encore atteint. Depuis, dans les couloirs, les différents bureaux, le studio, Samuel est partout. Il apprend, tout est vite, il fabrique le journal à sa façon avec l'aide de toute l'équipe. Il vit sa passion, le rêve, et toujours pas loin de sa moto. Sa vie de journaliste professionnel ne fait que commencer.